Pourquoi Musset? Alors déjà parce que je ne l'avais pas fait par rapport à la liste que tu donnes et que j'aime bien explorer, j'aime bien creuser dans un même sillon, mais j'aime bien aussi découvrir des nouveaux auteurs. Je l'avais fait en tant qu'acteur, une des premières pièces que j'ai fait à Florent, mise en scène par Stéphane Auvray-Roy. Et j'avais eu un souvenir quand même de quelque chose qui m'avait parlé sur l'exploration du désir, l'exploration d'une certaine violence du désir, l'exploration de pulsions un peu violentes chez des très jeunes garçons, un peu des, comme on dit, adolescents, des garçons comme Célio qui quittent l'enfance et qui finissent assez mal dans la pièce. Donc il y a une chose noire, une chose un peu que j'aime explorer comme le conte un peu en type Tim Burton, je le cite souvent, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette possibilité, c'est ce que j'ai fait dans le décor qui est un peu là, de pouvoir explorer un petit peu cette chose-là. Et puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans la pièce, c'est un peu la chose principale, c'est que je voyais trois destins de personnes un peu jumelles, telles que le décrit Musset, Célio, Marianne, Octave, un trio, qui sont tous les trois addicts à quelque chose. Donc il y a Marianne qui est très reliée au mystique, sans dire religieux, mais elle a besoin de... Moi, je vois plutôt un rituel, déjà, pour sortir de chez elle et d'aller à la messe. Donc, c'est vrai que toutes ces journées sont liées aux cloches qui sonnent, à quand elle sort, quand elle rentre, et puis il y a beaucoup ces images-là. Et elle est quand même reliée avec toujours cette Bible comme une protection. Célio, qui est l'amoureux de l'amour, donc qui est même addict à l'amour, qui n'est pour moi pas la représentation d'un amoureux, mais plutôt d'un addict. Et Octave, qui est clairement addict à l'alcool et éventuellement à d'autres produits, comme Musset à l'époque, qui écrivait quand même pas dans un état normal en fait. Et c'est ce que certains à l'époque lui reprochaient, disaient qu'il était assez mineur parce qu'il écrivait sans trop savoir s'il écrivait. Bon, on se rend compte quand même que c'est une œuvre puissante quand même. Ça, il interrogeait son monde, il interrogeait la place des femmes quand même. C'est Zoé Adjani qui joue Marianne, Michael Mittelstadt qui fait Célio, il y a Christophe Veillon aussi, il y a Delphine Riche, et puis Hamza El Omri. On est 6, une super équipe et oui, pouvoir sans doute laisser place à ce monde de décrire des personnes borderline qui n'étaient pas forcément ce que décrivait Marivaux à l'époque. Il y avait quand même, ou Molière. Molière était plus dans des personnages, même s'ils avaient bien sûr des défauts, des choses, ils étaient quand même dans l'ordre du maîtrisable. Lui, il ose jouer, je crois, avec le border, et un peu comme fait Shakespeare. Et je pense qu'il est très inspiré, il est plus sans doute inspiré par Shakespeare que par les auteurs français, selon moi. Hein. D'ailleurs, il y a des citations directes, Rosalinde, qui est la fiancée, prise de Roméo et Juliette, enfin il y a quand même des... On voit qu'il est inspiré. Il parle de l'imagination, il dit à un moment donné, Octave, il savait combien les illusions sont trompeuses et il préférait ces illusions à la réalité. Donc ça a à voir avec ce que tu dis, il préfère vivre... Octave c'est pareil, clairement dans les illusions de l'alcool, ils préfèrent vivre leur propre imaginaire que la société, qui est très lourde, qui est difficile, qui est en plein changement, voilà, post-révolutionnaire, mais avec un régime qui est compliqué à l'époque. Oui, je pense tout ce qui est en plus la pression des salons littéraires, il a quand même écrit cette pièce pour qu'elle soit lue. À la base, elle était même un peu immontable, avec tout ce qui est l'accumulation des décors qui sont décrits. C'est tout l'inverse de ce qui pouvait être fait dans la tradition du décor unique. Il a quand même exploré des choses dans la dramaturgie, encore une fois, assez shakespearienne, où bon, voilà, on pouvait très bien lire la chose, mais pour la représenter théâtralement, pour l'époque, c'était quand même assez visionnaire, c'était un peu cinématographique, même quasiment à un certain moment. Donc il est dans une exploration, je trouve, moderne. Il essaye, comme tu dis, de s'échapper sans doute de son époque. Oui, c'est totalement injuste que ce soit les caprices de Marianne, selon moi. Après, il y a une dimension italienne, Capriccio, qui n'est pas du tout celle, et moi je me suis accroché à celle-là. Capriccio pourrait vouloir dire révolte, se révolter contre quelque chose. Et c'est ce qui est exprimé dans la scène des chaises où elle renverse tout. À un moment donné, elle dit stop et elle est en train de se révolter contre son mari, contre ses amants, contre la société. Elle doit tout faire exploser, en gros. Donc voilà, il y a cette dimension-là qui est mise en avant. Dans la pièce telle que c'est exploré, c'est le caprice de bonté à un moment donné dont il parle, puis le caprice de colère. Donc on est bien dans l'idée d'une
d'une colère plutôt que quelqu'un qui changerait d'avis. En fait, elle peut changer d'avis au fur et à mesure des situations qui, autour d'elle, en l'occurrence, n'arrêtent pas de bouger, quoi. C'est-à-dire que Octave n'arrête pas de changer de point de vue. Donc c'est elle qui, un peu, son mari l'accuse alors qu'elle est en train elle-même de révéler une vérité. Enfin, c'est complètement injuste ce qui lui arrive. Donc en fait, elle change d'avis uniquement en lien avec ce que les hommes lui font subir. Là, on est clairement face à ce concept-là. Donc en ce sens-là, c'est plutôt très féministe, moi je trouve. C'est juste que malheureusement, le titre laisse un peu un goût qui, moi, me plaît pas vraiment et qui n'est pas du tout la pièce. Absolument. Elle découvre absolument dans le désir qu'on lui impose de force et dans l'obligation qu'elle a d'y résister et de se révolter parce qu'elle n'a rien demandé et qu'elle ne le veut pas. Et qu'on a vraiment insisté enfin, moi j'ai insisté sur le fait qu'elle avait un mari qu'elle pouvait clairement aimer, qui n'avait pas, comme on voit souvent dans la pièce, un mari qui est un vieux machin, qui est un vrai gros mariage forcé, même s'il est un peu forcé, sans doute à l'époque, le mariage. Là, le couple est crédible, donc en fait, elle n'a pas besoin de bouger de cette chose-là. Ce qu'on lui impose l'oblige à changer. Et effectivement, ce changement, c'est ce qu'on a travaillé avec Zoé, elle en parlera, lui amène une forme de liberté, parce qu'elle se met à oser aller dans un cabaret, enfin sur la terrasse d'un cabaret, comme il dit. Elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites autrement. Elle revient voir Octave, elle veut comprendre plus. Son axe, elle en reparlera, principal par rapport à Octave, sans parler d'amour ou de choses comme ça, elle voit en lui une liberté, et je pense qu'il y a une identification, elle se sent à un moment donné possiblement vivre cette liberté, elle aussi, à sa façon, au féminin, mais elle s'accroche à lui. Il y a vraiment, c'est à cet endroit-là qu'il s'accroche. Et lui, je pense que dans une certaine rigueur, c'est pas ce mot-là, mais une certaine capacité de gérer des choses, il s'accroche à elle, parce que lui, il part carrément à volo, donc il voit quelqu'un de plus organisé, d'un petit peu plus, finalement, solide, terrien. Donc ils ont chacun quelque chose à chercher de l'autre. Chez Musset, il y avait une histoire de miroir, mais effectivement, c'est peut-être du côté d'Octave qui devient un peu protéiforme. Il dit « je suis moi-même une autre Marianne ». On voit qu'il se met à la place de Célio, qui s'identifie tellement qu'à un moment donné, il serait lui-même en train de tomber amoureux. Il dit bon voilà, Marianne ou tout autre, qu'est-ce que cela me fait, mais moi je suis en train de tomber aussi dedans. Oui, il a cette capacité caméléon, ça je suis à peu près sûr qu'il est comme ça. Marianne y arrive un peu quand même. Je trouve que Célio peut-être pas du tout, mais Marianne, elle arrive à avoir à un moment donné une sorte de confrontation un peu, qu'on pourrait qualifier masculine. Elle arrive à répondre avec les mêmes arguments que peuvent avoir les hommes. À un moment donné, tu ne comprends pas ce que je te dis là, je vais un peu te le dire autrement. Et elle affronte quand même. Elle utilise des images qui peuvent parler à Octave. Elle n'a pas peur de lui parler des filles de joie. Elle n'a pas peur de lui parler de l'alcool. Elle n'a pas peur de lui parler de tout ce qu'il est en train de foutre en l'air. Ce qui, pour une jeune fille, n'était pas forcément quelque chose qu'on était censé faire avec les mecs. Et du coup, ça, je trouve ça très moderne. C'est vrai que moi, tout ce qui concerne le désir meurtri, bon, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La double inconstance que j'ai fait, le jeu de l'amour, c'est quand même toujours quand il y a... J'ai quand même choisi des pièces comme ça, parce que je dis, toutes les pièces sont traversées, mais le désir, l'amour n'est pas forcément le thème principal de toutes les pièces. En l'occurrence, c'est quand même celle que je choisis. Le thème un peu principal est souvent des amours qui sont, oui, compliqués. Parce que tel Octave, il le dit, je ne sais pas ou je ne sais plus le langage de l'amour. Donc je le réapprends en faisant du théâtre. Le son qui est super important dans les spectacles que je fais, avec Christian Chiab cette fois. Un fameux décor roulant, ça c'était un peu un désir dès le début. On avait vraiment l'image d'un studio de cinéma dans lequel on pourrait faire bouger les faces les unes côte à côte, les unes à côté des autres. Donc il y avait cette dynamique-là qui était impulsée par le décor, par la scénographie, par la musique. Et absolument trouver le moyen de changer vite les images en un minimum de temps, parce que c'est vrai que les séquences, comme des séquences de ciné, eh bien, changent de lieu, de temporalité, parfois de jour aussi, et il fallait qu'on ait ce rythme. Donc c'est vraiment la scéno et le son qui répondent beaucoup à ça. Les lumières aussi. Effectivement, chacun a sa bulle dans laquelle il se bat
En tout cas, moi, je me bats. Dans sa trajectoire, c'est qu'à partir du moment où il entend l'analogie avec Orsini, qui est l'histoire un peu similaire qu'a vécue sa mère, où Orsini, du coup, sa fatalité, ça a été la mort parce qu'il n'a pas pu justement être aimé par la mère de Célio, où lui comprend, Célio, je vais vivre le même destin. Et donc à partir de là, à partir de ce moment-là où tout n'est que dérivatif en fait un peu à ça, où il court vers sa mort, quoi qu'il arrive. Là où avant, nous en tout cas, on a abordé la dynamique entre Célio et Octave comme des grands moments de complicité, de joie, de fête, malgré la mélancolie qu'il habite. Parce que c'est vrai que bon, quand on est habité d'une certaine mélancolie, enfin moi-même je le sais, on n'est pas tout le temps en train de traîner la patte et à porter la détresse du monde sur ses épaules. Il y a des moments qui sont un peu plus légers, justement, il nous les faut, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que tout va bien. Et c'est pour ça qu'on se permet dans notre scène à deux d'être un peu cabot par moment. Mais par contre, à partir du moment où il entend cette histoire sur Orsini, là, il comprend. En tout cas, moi, à travers Célio, je comprends que de toute façon, il n'y a pas d'issue. C'est la mort. Il y a des tentatives, mais on voit toujours que il va dans une direction qui n'est pas nécessairement la plus, j'ai envie de dire salvatrice, mais pour lui, c'est un peu la salvation. Donc, il ne peut trouver que le confort dans la mort. Pourquoi c'est une libération? Et parce que voilà, pour lui, il le dit lui-même, alors c'est drôle parce que du coup j'ai pas la phrase alors qu'on le dit tous les soirs. C'est un truc de dingue, c'est vivre pour une autre, voilà, vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle, ou je réussirais, ou je me tuerais. Puis dis-lui que sans elle, ma vie ne vaut rien. Mais oui, c'est ça, c'est le souffle de ma vie est à Marianne. Donc il y a un truc où vraiment la question ne se pose même plus. Alors après, on en a parlé longtemps, peut-être que ça vient du fait que l'amour n'est pas réciproque. Donc voilà, ça c'est vieux comme le monde. Quand on n'est pas aimé de façon réciproque, il y a un truc qui nous stimule un peu plus, on se dit on le veut encore plus. Ça on en a discuté, sans faire de la psychologie de comptoir, mais voilà. Mais en dehors de tout ça, pour lui la salvation c'est l'amour de Marianne, et manifestement il comprend très vite que ça ne va pas arriver. Du coup, il voit le tunnel au bout et c'est la faucheuse. C'est vraiment à cet endroit-là, on en parlait tout à l'heure, qu'il est très shakespearien. C'est vraiment le mélange typique entre Roméo, au début quand même, qui, même la fin de Roméo, et Hamlet, carrément. Parce que c'est vrai qu'au moment où il découvre ce que c'est que la mort, Hamlet c'est avec son père, lui c'est avec l'amant de sa mère. Mais on est encore dans des... Et puis il y a le beau-père dans Hamlet. Oui. Il a clairement vu des... C'est vrai que le transgénérationnel, il l'a pris sur Shakespeare aussi, mais... Il est très baigné dans Shakespeare pour moi, vraiment. En plus, c'est assumé avec Malvolio. Rosalinde. Rosalinde, oui, donc, direct avec Roméo et Juliette, tout à fait. C'est terrible parce que c'est un acte politique fort qu'ils font, mais il y a 25 candidats qui attendent les postes, qui reprendront avec moins d'argent, et ça sera une roue sans cesse. C'est sûr que c'est important qu'ils manifestent leur non-accord. Mais c'est des postes tellement attendus que de toute façon, même en diminuant ces postes-là en l'occurrence, il y aura toujours des candidats. Et j'ai l'impression que dans les théâtres, ils auront toujours... Mais ça devient infernal. En plus de ce qu'on entend, nous, notre coproducteur Nicolas Auvray, je ne vais pas forcément trop parler de ça, mais en l'occurrence, il est en plus empêché de pouvoir compenser les choses en éventuellement licenciant des gens, c'est interdit. Du coup, il est obligé de réduire la part artistique, et tous les théâtres sont obligés de prendre dans leur part artistique. Mais un jour, il n'y aura plus de part artistique. Un jour, même les théâtres subventionnés feront avec les recettes et nous n'aurons plus de subventions, quoi. Donc, moi je sais, à un moment donné c'est terrible. En plus, on se dit que l'argent est pris pour cumuler l'armement. Donc ça sent vraiment pas bon. Là, on est dans une phase où moi je continue à croire que c'est formidable que des artistes dirigent des lieux et que les CDN restent dirigés par des artistes. C'est totalement différent. Un théâtre, moi j'ai beaucoup été associé à des théâtres CDN. Il se trouve que Nicolas Auvray était lui-même acteur, donc c'est pas un CDN, mais on voit très bien des théâtres dirigés par des artistes. Ça n'a rien à voir ici. Il y a Nathalie Lucas qui est actrice. On peut avoir des discussions différentes qu'avec un directeur qui est administratif. C'est quand même pas, je veux dire, à un moment donné, il va savoir quand l'artiste qui est au plateau pose un ultimatum qui est artistique, et ça ne sera pas possible de passer au-delà. Un artiste directeur va comprendre à un moment donné, va savoir en plus reconnaître quand c'est
vraiment le cas ou quand c'est un petit peu, il peut trouver des solutions avec l'artiste. Moi j'ai été vraiment épaulé par Jean-Pierre Vincent, Martinelli, enfin c'est ça. Ça permet aussi de former des artistes naissants qui ont des modèles dans des lieux comme ça. C'est quand même important le modèle. Et aujourd'hui on est en train quand même de tous les faire péter. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus des modèles. Les modèles, ça y est, je vais faire un vieux machin, mais les modèles, c'est des youtubeurs, donc c'est des gens qui ont une durée d'action qui est tellement courte que le modèle qui était le modèle avant, qui pouvait nous tenir, moi qui a pu me tenir 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, les jeunes ont besoin de trouver d'autres formes de modèles. Ça se trouve, ils vont être super, hein, mais on est dans des temporalités très, très réduite. Voilà. Et le théâtre, c'est un temps long. L'interview qu'on a là, c'est assez chouette parce que c'est un temps d'interview. Quand c'est des interviews dans des émissions qu'on connaît tous, je sais pas, de variété, c'est pas des interviews, c'est des punchlines. Donc maintenant, on est dans un monde de punchlines. Le théâtre n'est pas un lieu, enfin en tout cas pour les auteurs qu'on choisit là, c'est pas un lieu de punchline.